Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans le grand débat d'Africa 24, grand débat consacré au processus électoral en cours ici au Cameroun, d'où nous émettons en direct. Processus devant conduire à l'élection le 7 octobre prochain d'un nouveau président de la République camerounaise. Aujourd'hui, il sera question dans le grand débat d'éducation et de santé publique. Et pour en débattre, 3 représentants de candidats sur ce plateau et un acteur de la société civile. D'abord, le professeur Jacques Fameux Ndongo, il est ministre de l'Enseignement supérieur. Il représente sur ce plateau le candidat Paul Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Également sur ce plateau, M. Paul Didier Macron. Il est représentant du candidat Cabral Libi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, M. Babilas. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et l'acteur de la société civile qui est avec nous s'appelle Paul Ombiono. Il est chargé de communication du SNAEF, le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Merci beaucoup, M. Ombiono. Merci, M. Babilas, de m'avoir invité. Et le tout dernier représentant du candidat sur ce plateau, c'est M. René Bounono Bakota. Il représente le candidat Serge Espoir Matomba. Merci. Merci, M. Babilas. De téléspectateurs. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous êtes présents dans cette émission, quand bien même vous n'êtes pas présents sur ce plateau, mais vous pouvez participer à cette émission en répondant à différentes questions, en interpellant même nos invités sur ce plateau, en leur posant des différentes questions. Et déjà, vous pouvez leur dire que pensez-vous de l'école camerounaise et de l'accès aux soins? Que pensez de l'école camerounaise et de l'accès aux soins? Les réactions peuvent nous parvenir par différents canaux, des canaux qui s'affichent sur votre petit écran. Et vous pouvez également réagir par WhatsApp et par SMS au numéro qui s'affiche également à l'écran, plus 237 657 563 288, et par mail à l'adresse présidentielle.cameroun2018@africa24tv.com. État des lieux de la situation de l'éducation et de la santé au Cameroun, c'est un sujet de Corinne Kamsu. Suivons plutôt. L'éducation pour tous prônée par le gouvernement camerounais se heurte à un accès inégal à l'offre éducative. Ceci malgré un taux brut de scolarisation estimé à plus de 80% en 2010. Le gouvernement a certes consacré la gratuité de l'éducation aux primaires et mis en place des zones d'éducation prioritaires. Toutefois, l'éducation de la jeune fille reste un défi à relever. En 2016, l'UNESCO estimait que 31,9% des jeunes filles de la tranche 10 à 19 ans dans le septentrion étaient analphabètes. Aussi, la politique de recrutement et de gestion du personnel enseignant reste encore complexe. C'est un personnel qui est confronté, il faut le dire, à beaucoup de problèmes. Il y a son statut d'abord. Il ne me semble pas que ce soit un statut qui soit conforme avec l'évolution du Cameroun sur le plan technologique, sur le plan démographique, sur tous les plans, sur le plan même économique. Un statut, c'est les ingrédients financiers, matériels qui nous soutiennent, qui lui donnent de la visibilité et du crédit. Un enseignant de niveau secondaire, il a besoin de faire de la recherche, par exemple. Et cela demande des moyens. Au niveau supérieur, même si l'offre académique s'est accrue avec la diversification de la formation dans les 8 universités d'État, la création des établissements publics d'enseignement supérieur et d'instituts privés, la question de la professionnalisation reste d'actualité. Il faut regarder de très près le contenu de ces formations dites professionnalisantes. La professionnalisation a un coût. La professionnalisation demande un équipement. La professionnalisation demande justement des profils de formation de pointe que malheureusement ceux qui sont chargés d'enseigner, de donner des enseignements professionnels n'ont pas. Dans le domaine de la santé, l'insuffisance des plateaux techniques et un traitement salarial approximatif du personnel ont souvent plombé le service dans les structures hospitalières, notamment publiques. Et dans un contexte où seuls 2% des Camerounais disposent d'une assurance maladie, la couverture santé universelle devient un impératif. Les Camerounais n'arrivent pas à couvrir leurs soins de santé. Ils ont besoin que le gouvernement mette sur pied une couverture santé universelle qui permette que les gens arrivent à l'hôpital et qu'ils soient pris en charge sans prépayer les soins. En ce moment-ci, quand même, l'actuel ministre a quand même essayé de forcer les choses. Je dis bien forcer parce qu'il a dû prendre sur lui pour évoluer. C'est quand même un projet multisectoriel. Il ne revient pas au ministère de la Santé tout seul de prendre en charge tout ça.
ça implique d'autres départements ministériels, d'autres secteurs. Au Cameroun, en santé comme en éducation, les défis restent nombreux. Le ratio est encore de 1,1 médecin pour 10 000 habitants, une performance légèrement au-dessus de la norme minimale de l'Organisation mondiale de la santé qui prescrit un médecin pour 10 000 habitants. En outre, les crises sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest contraignent des milliers d'enfants à rester en marge d'un cursus scolaire normal. C'était un sujet de Corinne Kamseux. Monsieur Mbiono, dites-moi comment se porte l'école camerounaise? Je crois que la question est trop grande comme ça pour avoir une réponse précise tout de suite, parce que il se pose d'énormes problèmes au niveau de l'école. Je ne sais pas par où commencer. Je vais peut-être commencer par les approches. Vous voyez, quand on se retrouve au secondaire, on applique l'approche par les compétences, dont les enseignants ne reçoivent pas les enseignements à l'école normale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas préparés à enseigner cette approche. Quand ils sont à l'école normale, on leur apprend autre chose, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils sont obligés d'adopter une approche qu'ils n'ont pas connue, que les inspecteurs même maîtrisent très très mal. Ça fait que les enseignements se passent de manière pas tout à fait efficiente pour que nous ayons l'éducation de qualité dont on a besoin. Donc vous voyez, si on peut dire autre chose, mais avant, je vais revenir peut-être vers vous avec une question un peu plus précise tout à l'heure. Mais avant, on va parler de l'accès à l'éducation. Professeur Jacques Fameux-Dongo, est-ce qu'aujourd'hui, de par vos statistiques, vous estimez que le Cameroun a suffisamment évolué par rapport à l'accès de tout le monde à l'éducation? Évidemment, l'accès, selon la politique actuellement mise en œuvre par le chef de l'État, l'accès est relativement équitable. Naturellement, il y a des contraintes. On a cité tout à l'heure la jeune fille dans certaines régions du Cameroun, mais globalement, il y a eu un effort exceptionnel pour maximiser l'accès du Camerounais ou de la Camerounaise à l'éducation, avec notamment la multiplication des établissements primaires, maternelle, primaire, secondaire, professionnelle et évidemment de l'enseignement supérieur. Donc globalement, je peux dire que cet accès est relativement équitable et relativement soutenu. Monsieur Macon, des efforts ont été certainement faits depuis des années, mais aujourd'hui, le taux de scolarisation, quand vous l'observez, est-ce que vous en êtes satisfait? Bon, le taux de scolarisation, tout à l'heure on parlait de 80%. Oui. Ce n'est pas encore satisfaisant parce que nous devons viser le 100%. Vous ne contestez pas ces chiffres? Non, je voudrais bien me fier à votre analyse, donc je ne voudrais pas la contester, donc je m'en tiens à cela. Bon, mais quant à la question de savoir comment se porte notre école, il faut dire qu'elle se porte extrêmement mal. Extrêmement, vous avez dit. Elle se porte extrêmement mal. Pourquoi? Je voudrais faire une analyse sommaire en partant du primaire, maternelle et primaire. Je voudrais commencer par le minimum, c'est-à-dire l'infrastructure. Vous savez dans quel état se trouvent nos écoles publiques notamment, et que très peu de parents osent envoyer leurs enfants à l'école publique de nos jours, alors que nous avons tous fait cette école publique. Vous savez que l'infrastructure est extrêmement dégradée. Il y a une différence entre un enfant qui sort d'une école privée et un autre qui sort d'une école publique, simplement en voyant la tenue de l'enfant le soir. Celui qui sort d'une école publique est extrêmement sale à cause de la qualité des bâtiments et de l'infrastructure, alors que celui qui sort de l'enseignement public est beaucoup plus propre, ce qui signifie que le privé est en train de prendre le pas sur le public, alors qu'on est en train de proclamer l'enseignement public gratuit, ce qui défavorise donc, n'est-ce pas, les familles les plus défavorisées justement, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants suivre les enseignements privés. L'école publique est en désuétude. L'approche de saleté dont vous parlez, c'est quand même un peu trop simpliste, non? Si les enfants s'amusent beaucoup à l'école, nécessairement qu'ils sont sales. Mais c'est la qualité de la formation qui compte, non? Je parle d'abord de la qualité de l'infrastructure. C'est l'infrastructure qui détermine la superstructure, a dit quelqu'un. Donc si vous n'avez pas une infrastructure de qualité, le produit qui sort aussi de là est de qualité médiocre. Maintenant, en parlant de la formation, vous savez que les ENIED et les ENIED du Cameroun, qui sont chargés de former les enseignants du primaire et de la maternelle, forment autour de 50 000 personnels chaque année sur toute l'étendue du territoire. Nous en avons une soixantaine. Chacun des départements a une structure de formation des enseignants du primaire. Vous savez sans doute comme moi que ça fait
7 ou 8 ans que l'État ne recrute plus ses personnels. Et que le dernier recrutement a été initié par la Banque mondiale, qui en a recruté 9 000 dans 3 vagues différentes, des vagues de 3 000 enseignants. Si vous recrutez 9 000 enseignants, alors que vous en formez 50 000 chaque année, vous pouvez savoir combien de personnes sont en attente de, je veux dire, 10 000 chaque année, 10 000 chaque année. Donc, nous sommes là déjà autour de 50 000, 60 000, puisque nous sommes autour de cette année, sans recrutement. On en a recruté 9 000. Si on en a formé 60 000 en 7 ans ou 8 ans, vous voyez combien de personnels sont entrés en attente. Ces personnels, je voudrais le préciser, sont bel et bien affectés dans nos établissements scolaires, primaires et maternels, mais ils sont sans salaire. Ils sont sans salaire. Donc, il n'y a aucun élément de motivation pour qu'ils fassent bien leur travail. C'est pour cela que je vous dis que cette école se porte extrêmement mal. Monsieur Bakota, je note le problème d'infrastructure, d'après ce que j'ai entendu ici, le manque d'enseignement et la qualité de la formation des enseignants, même qui sont chargés d'administrer les cours aux élèves. Est-ce que vous vous retrouvez à travers cet état des lieux? Oui, disons que je prends à mon compte ce qui a été relevé comme élément de tableau sur les questions de l'école. L'école camerounaise souffre d'un gros problème. Moi, je voudrais en citer 2 ou 3, en dehors de ce qui a été relevé là. La première, c'est que l'école doit avoir une finalité. Il faut qu'elle soit cernée par les acteurs qui promeuvent justement le développement de l'école. Vous voyez, il faut d'abord apprécier la nature de la demande de l'éducation des clients de l'école. Qu'est-ce que l'associé voudrait de l'école aujourd'hui? C'est de former des personnes, un capital humain, des personnes qui soient capables de transformer les éléments de l'environnement en biens de développement. Les familles, elles attendent de l'école un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'après avoir envoyé leurs enfants à l'école, ils attendent que effectivement ces enfants-là puissent avoir accédé à des emplois décents et qu'ils puissent disposer, si vous voulez, d'un certain nombre d'égards. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est le financement, parce que c'est le nerf de la guerre qui est la question transversale effectivement à toutes les politiques de l'éducation. Je voudrais rappeler que le PUS fait de l'éducation le fondement de son projet de développement, parce que pour nous, sans une qualité d'éducation certaine, il n'y a pas de développement. Et s'agissant donc du financement de l'éducation, aujourd'hui, les dépenses publiques de l'éducation se situent autour de 16%. Et pourtant, d'après, si vous voulez, les objectifs de développement durable, on demande aux États de porter ce pourcentage-là à 20%. Et le Cameroun, représenté par le ministre de l'Enseignement secondaire, lors du dernier forum sur l'éducation à Dakar, a promis qu'il allait porter ce budget à 2018 à 18,5%, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État du Cameroun caracole pour les 5 ministères en charge des questions d'éducation à 664 milliards de francs. Alors, lorsque vous regardez, si vous voulez, la répartition de ces budgets-là, l'enseignement supérieur, par exemple, ne représente que 10% de ce budget. Et vous prenez maintenant dans ce budget les salaires et tout, si vous voulez, les prestations des personnels en charge des questions d'éducation. Ils prennent à eux seuls près de 70% d'éducation. Le ministre, monsieur le ministre a relevé tout à l'heure la question de la création des établissements. Je voudrais rappeler que la question des établissements d'enseignement secondaire au Cameroun, globalement, que ce soit privé ou public, il y en a 3670 établissements. Et on a autour de 2540 publics. Mais ce que nous observons au niveau de la création des établissements publics, c'est que c'est des rentes politiques. C'est-à-dire que c'est des hommes politiques qui font créer des établissements comme étant, si vous voulez, des butins de guerre. Je vous prends un exemple tout à fait simple. Quand vous prenez le département du Nion-Ekele, par exemple, lorsque vous êtes chef d'établissement dans le Nion-Ekele, on vous pose la question, est-ce que c'est avec ou sans élèves? Parce qu'il y a une situation... Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il y a des chefs d'établissement là-bas qui n'ont pas d'élèves dans leurs établissements complètement. Ce département-là a 79 établissements d'enseignement secondaire public. Il y en a au moins 50 qui ont moins de 100 élèves. Vous voyez que d'un village à un autre, on crée des établissements sans toutefois tenir compte justement de la carte scolaire qui doit être l'outil de planification. Vous parlez des écoles publiques? Je parle des écoles publiques parce que les écoles publiques sont des initiatives privées que l'État est amené à encadrer, quels que soient les niveaux d'enseignement dans lesquels se trouvent les projets. Je vais permettre à M. Famine Ndongo de répondre à un certain nombre d'interrogations, mais d'abord, est-ce que c'est effectif qu'il y a des enseignants qui ne sont pas payés aujourd'hui au Cameroun? Les enseignants... On va évoquer ce problème-là d'abord, avant d'aborder d'autres. Qui travaillent et qui ne sont pas payés. Oui. C'est ce que j'ai entendu de M. Cela me semble relativement incongru que l'on puisse travailler sans être payé, mais je ne sache pas que les enseignants puissent être recrutés de salaire aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être recrutés
sans être payés, ça me semble tout à fait absurde. Alors maintenant, il est tout à fait normal. Je vais demander à M. Macron d'être un peu plus précis. Alors, non, je crois qu'il faut... Ils ne sont pas recrutés, ils ne sont pas contractualisés. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont formés dans les ENIEJ et les ENIET. C'est des gens qui sont affectés dans des établissements publics d'enseignement, mais qui sont utilisés comme maîtres des parents. Ça, l'appellation officielle. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas un salaire de l'État, mais ils sont censés être entretenus par les parents d'élèves du coin, qui peuvent leur donner... Je vais permettre à M. Ombiono de clarifier quand même cette situation. M. Babilaz, il faut dire une chose, il faut faire une nuance. Oui. Aucun enseignant n'est affecté sans qu'il ait un salaire. Le salaire peut avoir des retards s'il est affecté par l'État camerounais. Mais ce qu'il devrait préciser, c'est qu'il y a des enseignants qui ont été des hommes, qui ont été formés et qui sont sortis de l'école, qui sont utilisés dans certaines écoles et qui sont payés par les parents. Donc, ils ne sont pas recrutés, ils n'y sont pas affectés par l'État, mais c'est l'établissement qui les emploie et c'est naturellement les parents qui payent. Donc ça, c'est une précision qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas dire globalement. Exactement, la précision, elle est bien nette. Ouais. Monsieur le ministre, on va continuer. Parler maintenant des infrastructures dont on a parlé ici. Et apparemment, monsieur Bakota disait qu'on crée des écoles dans des endroits où on n'en a vraiment pas besoin. La preuve qu'il y a des écoles sans ou avec enseignants. Ou avec les étudiants, voilà. C'est une vision apocalyptique, n'est-ce pas, de l'éducation. Je ne me reconnais pas dans cette description. Donc les créations, ça suit une certaine logique, une certaine norme. Il y a une carte scolaire qui est établie et qui est suivie rigoureusement. On ne peut pas concevoir que les établissements soient créés de manière démagogique ou de manière politicienne. Sinon, ce serait vraiment la cour du roi Péto et naturellement, ce serait absurde. Mais surtout les écoles créées aujourd'hui ont des étudiants, enfin, ont des élèves régulièrement. Bien sûr, il y a des élèves qui sont dans les écoles. On peut peut-être gloser, on peut gloser sur le nombre des élèves qui dépend aussi, n'est-ce pas, de la disponibilité de ces élèves-là. Mais on ne peut pas dire qu'un établissement soit créé et n'ait pas d'élèves. Peut-être pas suffisamment d'élèves. Là, on est dans la relativité et non pas dans l'absolu. Alors, M. Bakota, revenez là-dessus, précisez vraiment ce que vous avez dit. Je suis avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais lui dire qu'il y a un mémoire à la Faculté des sciences et de l'éducation qui a effectivement fait un travail sur le processus de création des établissements d'enseignement secondaire public et qui a travaillé effectivement dans la zone d'Union Ekele. Je pense qu'on ne va pas faire, vous êtes journaliste, c'est une enquête que vous pouvez mener. Je dis qu'il y a des établissements. Lorsque vous arrivez au ministère de l'Enseignement secondaire, c'est connu de tout le monde. Quand vous dites que vous êtes chef d'établissement dans ce département en particulier, j'ai pris un cas bien particulier, on vous demande avec ou sans élèves. C'est un fait, c'est vérifiable. En tout cas, nous avons un acteur non engagé ici qui va nous éclairer sur la question. Est-ce que le problème qui est posé là est un problème effectif? Oui, c'est un problème effectif. On ne doit pas se voiler les yeux. La création des établissements scolaires publics obéit à des normes, notamment le nombre d'élèves que cet établissement doit accueillir. On se retrouve dans des établissements où tout un CS peut avoir, par exemple, 40 élèves. Je donne le chiffre, 40 élèves, parfois même moins. Et quand vous vous retrouvez dans ces conditions, et plus grave, parce qu'on se plaint du manque des enseignants, plus grave, vous pouvez vous retrouver avec un seul enseignant affecté par l'État. À ce moment précis, les parents d'élèves interviennent donc pour recruter des vacataires qui doivent dispenser les cours. Alors, il se pose un problème au-delà des infrastructures. Ça, c'est une bonne chose. Quand nous lisons pour le libéralisme communautaire, le président de la République a pour ambition de rapprocher l'école des populations. C'est une bonne chose. Mais en réalité, il faut s'interroger sur la qualité
de ceux qui sortent de là. Quand on vous dit, laissez-moi terminer. Mais la qualité, c'est dû à quoi concrètement? La qualité, ne sont pas... Non, la qualité exige plusieurs choses. C'est-à-dire, nous avons dit tout à l'heure, d'abord, il se trouve un nombre très très restreint. Les enseignants ne sont pas suffisamment affectés. Quand vous vous retrouvez dans un établissement avec un seul enseignant affecté par l'État, donc un seul enseignant véritablement formé. Les autres sont des enseignants que les parents ont pris à leur charge. Il y a des moments où c'est des chefs de village qui dispensent les cours. En tout cas, l'établissement, les responsables de l'établissement... Donc vous voulez dire que cela a un impact sur la qualité de l'enseignement qui est donné? Sur la qualité de l'enseignement et sur la qualité des enfants qui sortent de là. Un enfant qui a été reçu au CPE en Koumadiap, par exemple, n'est pas, ou disons, venons à l'enseignement secondaire où c'est plus complexe, un enfant qui a eu le BPC en Koumadiap, par exemple, n'est pas aussi outillé que celui qui l'a eu à Zouétélé, qui n'est pas aussi outillé que celui qui l'a eu à Samelima, donc qui n'est pas aussi outillé que celui qui l'a eu à Zouétélé. Donc au niveau de la qualité, ça impacte. Enfin, M. Ombiono, il y a deux niveaux de formation. Ils ont choisi le côté dysfonctionnel et quasiment résiduel. Parce qu'on peut bien trouver des cas dysfonctionnels partout et dans tous les domaines et dans tous les pays du monde. Mais là, donc vous voulez dire je ne sache pas qu'on puisse généraliser les cas spécifiques qui sont en train de citer. Il se pourrait qu'il y ait des cas dysfonctionnels, mais je ne peux pas accepter qu'on généralise cette situation. Sinon, on ne comprendrait pas que les étudiants camerounais, les élèves camerounais soient si brillants, aussi bien ici au Cameroun que hors du territoire national. Alors, pourquoi insister sur les aspects dysfonctionnels et marginaux alors qu'il faudrait prendre la loi des grands nombres et reconnaître que, globalement, les choses se passent plutôt bien. Oui, mais comme le dit généralement, les trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle. Oui, le journaliste, donc, il va falloir qu'ici, on puisse identifier les dysfonctionnements qui existent et voir les approches de solutions que proposent les candidats. C'est le but de l'émission, justement. Parce que je ne peux pas accepter qu'on dise que les établissements sont créés de manière démagogique, de manière politicienne, parce qu'on veut qu'un député soit satisfait ou un membre du gouvernement, ainsi. Ce serait factice et trop simpliste. Il se pourrait qu'il y ait des cas résiduels dans cette problématique. Mais dans la globalité, il y a une carte scolaire qui existe et que l'on respecte. Pour créer un CES, par exemple, on a besoin d'au moins 10 écoles primaires dans la zone. Monsieur le ministre, vous voyez, mais là, je crois qu'ils prennent des cas qui sont des cas évidemment très gros. C'est les exceptions. Oui, c'est l'exception qui Monsieur le ministre, on va donner une minute à chacun, puisque c'est l'occasion. Oui, vous voulez dire. Je voudrais dire, je suis syndicaliste et monsieur le ministre, ils pourront poser des questions au ministre et même aux représentants du candidat sur ce plateau. Monsieur le ministre Famdongo ne peut pas me dire non parce que dans le cadre du dialogue du gouvernement avec les syndicats, on s'est souvent retrouvé. L'une des choses que nous disons, c'est qu'il faut dépolitiser l'école. Donc l'école est politisée encore. Ce que dit Bonono Bakota est vrai. Les hommes politiques, non, monsieur le ministre, les hommes politiques, dès lors qu'on est élu, ils vont demander à notre ministère la création d'une école dans leur village et cela est fait sans véritablement vérifier, cela est connu et c'est régulier. Ce ne sont pas des malheureusement, le ministre ne se retrouve pas. Ce ne sont pas des cas marginaux. Oui, monsieur le ministre est ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre est ministre de l'enseignement supérieur. Oui, mais il est camerounais quand même. Nous sommes à l'enseignement secondaire. Il pilote le comité ad hoc. Il sait qu'on se plaint de ces établissements qui sont créés par... Réagissez, dites-nous surtout votre proposition, les propositions de votre candidat en la matière. Non, je voudrais dire que le constat qui est fait là est celui de pratiquement tous les Camerounais. Nous voyons des établissements se créer tous les jours.
On a l'impression, on n'a pas l'impression, c'est une évidence. Mais ça répond à quel besoin? La logique est la plus logique quantitative oui. que qualitative, parce qu'il faut satisfaire des élites qui elles-mêmes veulent avoir une certaine popularité auprès de leur population, n'est-ce pas, pour continuer à bénéficier du mandat qu'ils ont ou alors des faveurs qu'ils ont. Mais c'est à des fins purement électoralistes et politiciennes. Donc il faut sortir de cette logique-là. Qu'est-ce que nous proposons de manière concrète? Mais c'est de respecter les quotas. Il faut fixer des minima, n'est-ce pas, pour créer un établissement scolaire. Parce qu'il ne sert à rien d'atomiser les ressources humaines pédagogiques, n'est-ce pas, affecter 5 ou 10 enseignants pour encadrer 10 ou 20 personnes, 10 ou 20 élèves. Nous devons marquer une pause dans quelques petites minutes, mais finissez là-dessus rapidement. Oui, je voudrais finir là-dessus en parlant des enseignants, des instituteurs tout à l'heure. Oui. Nous formons à peu près 10 000 enseignants du primaire et de la maternelle chaque année. La prise en charge de ces personnes-là ne nous coûte pratiquement rien. 10 000 enseignants au coût actuel de la prise en charge des instituteurs, ça nous ferait 15 milliards chaque année. On ne comprend pas pourquoi on peut former des instituteurs pendant 7 ans, 8 ans sans les recruter et les utiliser comme maîtres des parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire et que c'est les parents qui peuvent leur donner des petits dons en nature, n'est-ce pas, pour les entretenir. Il faut les contractualiser, c'est ce que propose notre candidat. De toute façon, et ça coûte 15 milliards au budget. L'État central n'a aucun intérêt à former des gens, à ne pas pouvoir les utiliser. Malheureusement, c'est le cas. La contractualisation est en cours et elle tient compte de la soutenabilité financière. 15 milliards chaque année, 10 000 enseignants. Et là, ça ressemblerait à la démagogie. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique. Il y a d'abord la faisabilité technique, ça c'est validé. Maintenant, il y a la soutenabilité financière. Monsieur le ministre, si vous voulez bien, monsieur Mathieu, nous allons marquer une pause dans cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. Pendant la pause, profitez pour nous envoyer des réactions. Profitez pour poser des questions aux représentants des candidats qui sont sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.